Lors d'un événement de Noël glacial, un moteur des Hells Angels était assis en silence à un arrêt de bus lorsqu'il remarqua un couple âgé blotti à côté de lui, tremblant, abandonné, s'agrippant l'un à l'autre. Tout le monde passait sans s'arrêter, mais pas le moteur. Et puis soudain, cette histoire va vous surprendre. Avant de continuer, dites-moi dans les commentaires si vous êtes abonné à la chaîne ou non. Dites-moi également depuis quelle ville et quel pays vous regardez la vidéo afin que je puisse vous remercier personnellement. Êtes-vous abonné à la chaîne ou non? Dites-moi également depuis quelle ville et quel pays vous regardez la vidéo afin que je puisse vous remercier personnellement. Noël était arrivé accompagné d'un froid glacial. Une neige légère tombait sans discontinuer du ciel gris, se posant sur les branches nues et les trottoirs gelés. L'arrêt de bus brillait doucement grâce aux décorations de Noël, des nœuds rouges attachés à la structure métallique, des lumières jaunes chaudes suspendues derrière des panneaux de verre et un petit sapin décoré posé à proximité. De loin, l'endroit semblait festif, mais le froid dissipait tout sentiment de confort. Trois personnes étaient assises sur le banc en bois sous l'abri. À une extrémité, un homme et une femme âgés étaient serrés l'un contre l'autre, comme si leur corps était la seule source de chaleur restante au monde. L'homme portait un simple bonnet en tricot et un manteau sombre usé, mais il ne le portait pas. Il l'avait plutôt enroulé autour des épaules de la femme. Sous le manteau, il n'était vêtu que d'un pull épais, les mains serrées l'une contre l'autre, les jointures pâles à cause du froid. La femme, elle était appuyée contre lui, la tête posée sur son épaule. Elle était couverte d'un lourd châle, mais ses mains tremblaient encore. Des mèches de cheveux blancs s'échappaient de son visage. Ses joues étaient striées de larmes, des larmes qui avaient gelé avant de pouvoir couler. Elle ne parlait pas. Elle bougeait à peine, mais sa respiration était superficielle et irrégulière. À l'autre bout du banc était assise une troisième personne, un moteur des Hells Angels. Il avait les épaules larges, les cheveux longs et une barbe épaisse légèrement saupoudrée de neige. Un gilet en cuir sans manches moulait son corps, avec des pièces cousues sur la poitrine et dans le dos. Ses bras étaient couverts de tatouages sombres. Son jean était déchiré aux genoux. Pour les passants, il avait l'air intimidant, déplacé parmi les lumières de Noël et la joie des fêtes. Il restait assis, immobile, le regard fixe, mais il n'était pas inconscient. Il remarqua que le vieil homme n'arrêtait pas d'ajuster le manteau autour de la femme, même si ses propres épaules tremblaient de froid. Il remarqua que les doigts de la femme s'enroulaient à peine autour du bord du châle. Il remarqua les deux petites valises posées à leurs pieds, vieilles, éraflées et remplies de tout ce qu'ils possédaient. Les bus allaient et venaient. Les portes s'ouvraient. Les gens descendaient, emmitouflés dans leurs manteaux chauds, riant, discutant, se précipitant chez eux pour retrouver leur famille et leur maison chauffée. Certains jetaient un coup d'œil au banc. La plupart ne le faisaient pas. Le moteur finit par bouger, rompant le silence. « Vous êtes là depuis un moment », dit-il d'une voix grave et rauque, mais pas méchante. Le vieil homme se raidit. Il se retourna lentement, les yeux perçants, instinctivement méfiants. « Tout va bien, dit-il rapidement. Nous attendons simplement. » Le moteur ne discuta pas. Il se contenta d'acquiescer légèrement et regarda la femme. « Vous attendez qui? »« Notre fils, » répondit doucement la femme. Sa voix tremblait. Il a dit qu'il viendrait. Le moteur jeta un coup d'œil à l'horaire des bus affiché sur la paroi vitrée, puis à sa montre. « À quelle heure votre bus est-il arrivé? » L'homme hésita, puis répondit doucement. « À 5h30 ce matin. » Le moteur serra la mâchoire. Cela signifiait plus de 6 heures passées assis dans le froid glacial la veille de Noël. « Il est en retard, » dit calmement le moteur. « Pas en retard, » répondit l'homme en baissant les yeux. « Il n'est tout simplement pas encore là. » La femme leva légèrement la tête, le visage empreint de confusion. « Il a promis, » murmura-t-elle. « Il a dit qu'il prendrait soin de nous. » Le moteur ne répondit pas tout de suite. Il avait appris à ne pas se fier aux promesses. Il regarda la neige s'accumuler sur le châle de la femme, regarda son corps s'affaisser davantage contre l'homme à côté d'elle. Le vent se leva, balayant l'arrêt de bus. Le moteur se leva. Il roula des épaules, puis s'avança devant le banc. « Vous ne pouvez pas rester ici, dit-il. C'est dangereux. »« Nous ne pouvons pas partir, dit la femme d'un ton pressant. S'il arrive et que nous ne sommes pas là, il ne viendra pas, dit l'homme doucement. Ces mots semblaient lui coûter quelque chose.
Sa voix se brisa tandis qu'il parlait, et il détourna le regard, fixant le trottoir gelé. Le moteur observa la scène se dérouler. Il vit des années de loyauté s'effondrer en une seule phrase. Il vit un homme qui avait protégé quelqu'un toute sa vie enfin admettre la vérité. La femme secoua la tête. Non, il ne ferait pas ça. C'est notre fils. La neige continuait de tomber. Le moteur expira lentement. Il leva la main et tira sur le bord de son gilet, puis baissa les yeux vers les mains nues de l'homme. Ses doigts étaient bleus. Vous lui avez tout donné, dit le moteur doucement. Ce n'était pas une question. L'homme ne le nia pas. Le moteur fit un pas vers lui. Écoutez-moi, dit-il, Paul. Vous n'allez pas passer Noël sur ce banc. Nous ne voulons pas être un fardeau, dit l'homme, la fierté ressurgissant même à ce moment-là. Vous ne l'êtes pas, répondit fermement le moteur, et ce n'est pas une négociation. La femme leva les yeux vers lui, les yeux écarquillés d'incertitude. Vous ne nous connaissez même pas. Le moteur acquiesça. C'est vrai. Il marqua une pause, puis ajouta, mais je sais à quoi ressemble l'abandon. Pendant un moment, personne ne parla. Puis le moteur fouilla dans la poche de son gilet et en sortit son téléphone. Il ne composa pas encore le numéro. Il regarda le couple une dernière fois. « Levez-vous lentement, dit-il, tous les deux. » L'homme hésita, puis se leva prudemment, aidant la femme à se mettre debout. Alors que la neige tombait plus fort et que les lumières de Noël scintillaient derrière eux, une ligne avait été franchie, et aucune de leurs vies ne serait plus jamais la même. Le vieil homme se leva lentement du banc, ses articulations raides comme si le froid les avait bloquées. Il tint fermement sa femme, l'aidant à se lever avec précaution. Dorothy vacilla dès qu'elle se mit debout, ses genoux fléchissant sous son propre poids. Avant qu'elle ne tombe, le moteur des Hells Angels s'avança et plaça fermement sa main sous son bras. « Doucement, dit-il d'une voix calme et assurée. Je vous tiens. » Dorothy leva les yeux vers lui, surprise. Dans d'autres circonstances, son apparence l'aurait peut-être effrayée. Cheveux longs, barbe épaisse, tatouages recouvrant ses bras. Mais à ce moment-là, sa voix dégageait une grande assurance, une grande force. Elle s'appuya contre lui sans dire un mot. La neige tombait plus fort maintenant, tourbillonnant autour de l'arrêt de bus. Les lumières de Noël clignotaient derrière eux, brillant faiblement à travers le brouillard blanc, comme si même les décorations perdaient leur combat contre le froid. « Où pourrions-nous aller ?» demanda le vieil homme doucement. Il n'y avait aucune dispute dans son ton, juste de l'épuisement. « Quelque part au chaud, » répondit le moteur. « C'est la première chose qui compte. » L'homme hésita. « Nous n'avons pas beaucoup d'argent. Ce n'est pas un problème pour l'instant, » intervint le moteur sans dureté. « Une chose à la fois. » Il se baissa et souleva les deux valises avant que l'homme n'ait le temps de protester. Elles étaient plus lourdes qu'elles n'en avaient l'air. Des décennies de vie condensées dans deux sacs usés. Le moteur ne fit aucun commentaire. Il se contenta de les porter. Ils traversèrent le parking, leurs bottes crissant sur la neige gelée. Une vieille camionnette était garée à proximité. Sa peinture était défraîchie, mais elle était solide. Le genre de véhicule construit pour durer. Le moteur ouvrit la portière côté passager et aida Dorothy à monter, puis mit le chauffage à fond. De l'air chaud envahit l'habitacle. Dorothy eut un petit halètement. Il fait chaud. L'homme grimpa sur le siège à côté d'elle, observant attentivement les couleurs revenir lentement sur son visage. Pour la première fois depuis des heures, ses épaules s'abaissèrent légèrement. La camionnette s'engagea sur la route. Pendant plusieurs minutes, personne ne parla. Les seuls bruits étaient le ronronnement du moteur et le léger sifflement du chauffage qui luttait contre le froid. Finalement, l'homme s'éclaircit la gorge. « Je m'appelle Harold, dit-il. Voici ma femme, Dorothy. » Le moteur hocha la tête une fois, les yeux toujours fixés sur la route. « Très bien. Et vous, Harold, demanda-t-il. Le moteur marqua une pause avant de répondre. « Les gens m'appellent Hank. » Harold ne posa pas de questions. Il sentait que certains noms recelaient toute une histoire. Un petit restaurant apparut devant eux, son enseigne au néon clignotant faiblement dans la nuit. Hank se gara sur le parking, près de l'entrée. À l'intérieur, une chaleur les enveloppa instantanément. Une odeur de café, de soupe et de grillade emplissait l'air. Quelques familles étaient assises dans des boxes et discutaient tranquillement, inconscientes du petit sauvetage qui venait d'avoir lieu à l'extérieur. Hank les guida vers un box et leur fit signe de s'asseoir. Dorothy s'assit sur le banc, visiblement soulagée. Hank ôta sa veste et la posa sur ses épaules, même si ses propres bras étaient nus.
La serveuse s'approcha, jetant un bref coup d'œil au couple avant de se concentrer sur Hank. « Que puis-je vous servir? » « Du café chaud, » répondit Hank. « De la soupe, la plus rapide possible. 3 de chaque. » La serveuse acquiesça et s'éloigna précipitamment. Dorothy joignit les mains, essayant de les empêcher de trembler. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça, dit-elle doucement. Vous ne nous connaissez même pas. » Hank la regarda longuement. « J'en sais assez, répondit-il. Je sais à quoi ressemble quelqu'un qui a été abandonné. » Harold déglutit péniblement. « Notre fils a dit qu'il prendrait soin de nous, » commença-t-il. Sa voix était calme, mais quelque chose en lui se brisa tandis qu'il parlait. Il a vendu notre maison, celle dans laquelle nous avons vécu pendant plus de 50 ans, en disant que nous emménagerions avec lui, que tout irait bien. Dorothy fixait la table. « J'ai emballé les cadeaux de Noël, » murmura-t-elle, « pour les petits-enfants. » Harold acquiesça. Puis, ce matin, il a appelé pour dire que nous étions trop chers, que nous devions nous débrouiller seuls. Hank serra les mâchoires, ses doigts se refermèrent lentement autour de sa tasse de café lorsqu'elle arriva, ses jointures blanchissant. « La veille de Noël, » dit-il doucement. Harold acquiesça. Le soir de Noël, la soupe arriva, dégageant un épais nuage de vapeur. Dorothy prit la première cuillerée et ses épaules se mirent à trembler. Des larmes coulèrent sur ses joues. Pas des larmes gelées cette fois. De vraies larmes, des larmes chaudes. « Je pensais que nous avions fait quelque chose de mal, » murmura-t-elle. « Je pensais que j'avais peut-être oublié quelque chose, que je l'avais peut-être mise en colère. » Hank secoua la tête. « Non, » dit-il fermement, « vous n'avez rien fait de mal. » Harold le regarda, surpris par la certitude dans sa voix. Hank se pencha légèrement en arrière. « Certaines personnes oublient d'où elles viennent, dit-il. Ce n'est pas votre faute. » Le couple mangea lentement, prudemment, comme des gens qui réapprenaient à se sentir en sécurité. À chaque bouchée, la couleur revenait sur leur visage. À chaque gorgée de café, le froid relâchait son emprise. Hank les observait en silence, le cœur lourd. Il ne s'agissait pas seulement d'un repas chaud. Il le savait désormais. Lorsqu'ils eurent terminé, il posa sa tasse. « Vous ne retournerez pas sur ce banc ce soir, » dit-il. Harold leva les yeux, surpris. « Nous ne voulons pas vous causer de problèmes. »« Ce n'est pas le cas, » répéta Hank, « et je le pense vraiment. » La neige continuait de tomber derrière les vitres du restaurant, et à ce moment-là, Hank prit une décision qui allait bien au-delà d'une nuit froide, une décision qui allait changer leur vie à tous. La neige continuait de tomber derrière les vitres du restaurant. Les néons se reflétaient sur le sol blanc, s'estompant doucement comme si le temps lui-même avait ralenti. À l'intérieur, Harold et Dorothy étaient assis en silence, réchauffés par la soupe et le café, mais le cœur encore lourd de peur et de honte. Hank paya l'addition et se leva de la banquette. « Allons-y, » dit-il simplement. Harold leva les yeux, surpris. « Où ça? » Hank jeta un coup d'œil vers la fenêtre, puis se retourna vers eux. « Quelque part où vous serez en sécurité cette nuit. » Dorothy serra sa tasse plus fort dans sa main. « Nous ne voulons pas être un fardeau, » dit-elle doucement. « Nous avons pris soin de nous-mêmes toute notre vie. » Hank la regarda dans les yeux. Il n'y avait aucune dureté dans son regard, seulement la vérité. « Parfois, prendre soin de soi ne signifie pas tout faire seul, » dit-il. « Parfois, cela signifie aussi mettre un frein à sa force. » Harold prit une profonde inspiration. Des années de fierté se disputaient en lui, mais l'épuisement l'emporta. Finalement, il acquiesça. Ils remontèrent dans le camion et Hank remonta le chauffage. Dorothy serra son épais châle contre sa poitrine. Les rues étaient presque désertes, la veille de Noël ayant poussé les familles à rester chez elles, au chaud, derrière des portes fermées et des fenêtres verrouillées. Au bout de quelques minutes, Harold rompit le silence. « Nous aurions dû aller dans un refuge, » dit-il, plus à lui-même qu'à quelqu'un d'autre. « Les gens disent qu'on y trouve de l'aide. » Hank serra le volant plus fort. « Certains refuges sont bien, » répondit-il. « D'autres ne le sont pas, et ce soir, la plupart sont pleins. » Dorothy parla doucement. « Alors, où allons-nous? » Hank hésita avant de répondre. « J'ai un endroit, » dit-il enfin. « Rien d'extraordinaire, juste une petite maison. Elle est chaude. Elle est sûre. » Le silence envahit la cabine. Harold se tourna vers lui. « Vous nous emmenez chez vous? » Hank acquiesça. « Juste pour cette nuit. Demain, nous verrons ce qu'il en sera. » Les larmes montèrent aux yeux de Dorothy.
Nous sommes des étrangers, dit-elle d'une voix tremblante. Vous ne nous connaissez même pas. Hank répondit doucement. Moi aussi j'ai été un étranger pour quelqu'un autrefois. Il ne donna pas plus d'explications, mais le poids de ses mots en disait assez long. Quelques minutes plus tard, le camion s'arrêta devant une modeste maison en bois. La neige recouvrait le petit jardin devant la maison. Une seule lampe éclairait le porche au-dessus de la porte. Vieille, faible, mais constante. Ce n'était pas grandiose. Ce n'était pas impressionnant. Mais au milieu de la nuit froide, cela ressemblait à un refuge. Hank sortit le premier, dégageant un chemin dans la neige. Il aida Harold et Dorothy à se diriger prudemment vers la porte. Dès qu'elle s'ouvrit, un air chaud et une légère odeur de café emplirent l'espace. Dorothy fit un pas à l'intérieur et se figea. « C'est charmant », murmura-t-elle, comme si elle craignait que ses mots ne brisent ce moment. Hank les guida vers le canapé et enroula des couvertures autour de leurs épaules. « Asseyez-vous, dit-il, je vais vous apporter de l'eau. » Harold jeta un coup d'œil autour de lui. Les murs étaient nus, décorés de quelques vieilles photos. L'une d'elles montrait un Hank plus jeune à côté d'une moto, le bras autour d'une jeune femme. La photo semblait vieille, défraîchie par le temps et la perte. Harold voulait poser des questions, mais il resta silencieux. Dorothy sortit sa main de sous la couverture et prit doucement celle de Hank. « Pourquoi nous sauvez-vous » demanda-t-elle doucement. Hank marqua une pause, puis il répondit honnêtement, « Parce que si j'avais continué à marcher, je ne pourrais pas me regarder dans le miroir demain. » Les larmes de Dorothy coulaient maintenant librement, non pas de peur, mais de gratitude. « Notre fils ne nous a jamais donné cela, » dit Harold à voix basse. « Pas une seule fois. » Hank baissa les yeux. « Le sang ne fait pas toujours une famille, dit-il, et la famille n'est pas toujours une question de sang. » Cette nuit-là, ils restèrent éveillés plus longtemps que prévu. Harold parla de sa vie, de la construction de maisons de ses propres mains, de l'éducation d'un enfant qu'il croyait autrefois à ses côtés pour toujours, et de la perte progressive de tout ce en quoi il avait confiance. Dorothy sourit à certains souvenirs, se laissa aller à d'autres, s'interrompit lorsque son esprit ne pouvait plus suivre. Et Hank. Hank écouta pour la première fois depuis longtemps. Il ne s'enfuit pas, il n'interrompit pas, il ne jugea pas. Il resta simplement. Dehors, la neige continuait de tomber. Mais à l'intérieur de la petite maison, le froid avait enfin perdu son emprise. Et Hank savait que ce n'était pas seulement un endroit où dormir pour une nuit. C'était une responsabilité dont il ne pouvait plus se décharger. La maison était devenue silencieuse. Seul le tic-tac doux de l'horloge marquait le passage du temps. Dehors, la neige continuait de tomber, mais sans bruit, comme si même le froid avait choisi de respecter la fragilité qui régnait à l'intérieur de la petite maison. Dorothy était allongée sur le canapé, bien emmitouflée dans des couvertures. Elle avait les yeux fermés et sa respiration était plus régulière qu'elle ne l'avait été de toute la journée. Harold était assis à côté d'elle sur une chaise, lui tenant la main de ses deux mains, craignant que s'il la lâchait, tout ne s'écroule à nouveau. Hank se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine et les observait. Un tel silence lui était inconnu. Sa vie avait toujours été remplie de bruit, du rugissement des moteurs, du grondement des autoroutes, du mouvement constant de la route. Ce soir-là, le silence pesait sur lui, lourd et dérangeant. Il entra dans la cuisine et se servit une tasse de café, mais avant d'y goûter, il s'arrêta. Son regard se posa sur la petite table à manger où reposaient deux vieilles valises. Les mêmes valises qui se trouvaient aux pieds d'Harold et Dorothy sur le banc gelé de l'arrêt de bus. Hank s'accroupit à côté de l'une d'elles. Il ne l'ouvrit pas. Il n'en avait pas besoin. Il lui suffisait de poser sa main sur la surface usée pour comprendre. Ce n'étaient pas des bagages. C'était toute une vie compressée, réduite, emportée. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, le monde était recouvert d'un manteau blanc. La veille de Noël, une nuit que les gens associent à la chaleur, à la famille, au rire. Et pourtant, deux personnes âgées avaient failli la passer abandonnée dans le froid. Nous avons dû échouer quelque part. La voix d'Harold rompit le silence. Hank se retourna. Harold le regardait maintenant, les yeux remplis de doute et d'autodépréciation. « Nous lui avons tout donné », dit Harold doucement. « Du temps, du travail, de l'amour. Nous n'avons jamais rien refusé. Et pourtant, pourquoi ?» Hank tira une chaise et s'assit en face de lui. « Parfois, dit-il lentement, le problème n'est pas ce que vous avez donné.
C'est ce que l'autre personne était capable de recevoir. Harold baissa les yeux. C'est notre fils, dit-il, la voix brisée. Même maintenant, j'ai peur de lui en vouloir. Hank acquiesça. Certaines vérités sont difficiles à accepter quand il s'agit de sa propre famille. Dorothy bougea dans son sommeil en murmurant doucement. Kevin. Harold se pencha immédiatement vers elle. Je suis là, Dot, murmura-t-il. Tu es en sécurité? En les regardant, Hank sentit son cœur se serrer. Ce n'était pas seulement un couple marié. C'était un lien tissé au fil des décennies. Une promesse renouvelée chaque jour à travers la maladie, les difficultés et les pertes. Hank détourna le regard. Tu es en sécurité ce soir, dit-il doucement. Mais demain ne sera pas facile. Harold acquiesça lentement. Je sais. Puis, après avoir rassemblé son courage, il demanda, devrions-nous parler à la police ou à une autorité quelconque? Hank n'hésita pas. Oui, répondit-il simplement. Ce qui t'est arrivé n'est pas seulement de la cruauté, c'est de la maltraitance. La peur passa sur le visage d'Harold. Je ne sais pas si je peux m'opposer à mon propre fils. Il ne s'agit pas de vous opposer à lui, l'interrompit Hank doucement. Il s'agit de vous défendre. Le silence envahit à nouveau la pièce. Hank se leva, ajusta la couverture autour des épaules de Dorothy et s'arrêta à côté d'elle. Reposez-vous, dit-il doucement. Nous parlerons demain matin. Je ne vais nulle part. Harold leva les yeux vers lui. Pourquoi faites-vous tout cela pour nous? Demanda-t-il à nouveau. Vous nous connaissez à peine. Hank appuya sur l'interrupteur, plongeant la pièce dans la pénombre. Parce qu'une fois, dit-il doucement, j'étais seul moi aussi. Et si personne ne s'était arrêté pour moi, je ne serais pas ici à aujourd'hui. Il se détourna et se dirigea vers la chaise près du mur. La nuit s'approfondit. Dorothy finit par s'endormir paisiblement. Les larmes d'Harold coulèrent librement. Des larmes silencieuses de gratitude mêlées de chagrin, et Hank resta éveillé. Pour la première fois depuis des années, il réalisa que Noël n'était pas seulement une date sur le calendrier. C'était le moment où une personne choisissait qui elle voulait être. Et Hank savait qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Les premières lueurs du matin se glissèrent sur la neige, répandant une pâle luminosité dans le petit salon. Dehors, le monde était silencieux et blanc, comme si la nuit avait laissé derrière elle un témoin de tout ce qui s'était passé. Hank s'était assoupi dans le fauteuil, ses bottes encore aux pieds, mais le léger craquement de la maison qui se stabilisait le réveilla. L'horloge indiquait 7 heures. Dorothy dormait encore, bien emmitouflée dans ses couvertures. Son visage semblait plus calme maintenant, moins tendu. Harold, cependant, était complètement réveillé. Il était assis au bord du canapé, regardant par la fenêtre comme s'il se préparait à quelque chose qu'il ne pouvait pas encore voir. Le matin est là, dit Hank doucement, crois-moi. Harold acquiesça, et avec cela, un sentiment étrange que quelque chose allait arriver. Hank se rendit dans la cuisine et prépara du café. L'odeur emplit la pièce, mais elle n'apporta que peu de réconfort. Il posa 3 tasses sur le comptoir. Une pour Harold, une pour lui-même et une pour Dorothy lorsqu'elle se réveillerait. Aujourd'hui, nous devons affronter la réalité, dit Hank. Certaines décisions ne peuvent plus attendre. Harold enroula ses mains autour de la tasse chaude, mais ne but pas. Sa voix baissa d'un ton. « Penses-tu que mon fils pourrait venir ici? » Hank ne détourna pas le regard. Les hommes comme lui n'aiment pas perdre le contrôle. S'il pense qu'il perd le contrôle, il se présentera. Harold serra la tasse plus fort. On frappa à la porte sans prévenir, d'un coup sec, brusque, exigeant. Hank se redressa instantanément. Des années passées sur la route lui avaient appris à reconnaître les ennuis quand il frappait à la porte. Il fit signe à Harold de rester assis et se dirigea calmement vers l'entrée. On frappa à nouveau, plus fort cette fois. Hank ouvrit la porte. Un homme bien habillé se tenait dehors, vêtu d'un manteau coûteux qui semblait déplacé sous la neige qui tombait. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, son expression était vive et confiante. Derrière lui se tenait une femme, silencieuse, la posture tendue. « Je suis ici pour mes parents », dit l'homme froidement. « Je m'appelle Kevin. » Hank ne s'écarta pas. « Vous vous trompez, » dit-il d'un ton neutre. « Personne n'est retenu ici. » Les yeux de Kevin se plissèrent. « Ma mère ne va pas bien. Elle est confuse, facilement influençable. Je les ramène à la maison. » De l'intérieur, la voix d'Harold se fit entendre, faible mais ferme. « Kevin, ça suffit. » Kevin se figea. Il se pencha en avant, regardant par-dessus Hank, et vit son père debout là.
Pendant un instant, la surprise se lutte sur son visage, puis l'irritation. Papa, dit Kevin en entrant, nous devons partir. Ces gens sont des étrangers. Harold se leva complètement. Son dos n'était pas droit, mais sa voix l'était. Tu nous as abandonnés à une gare routière, dit-il par une température de 7 degrés la veille de Noël. Kevin détourna le regard. Je t'avais dit que je n'en pouvais plus. Et c'était ta solution? La voix d'Harold s'éleva. Nous abandonner? Dorothy s'était réveillée. Elle se tenait près du couloir, serrant sa couverture. Kevin, tu avais dit que tu reviendrais nous chercher, murmura-t-elle. Kevin adoucit instantanément le ton, avec une aisance acquise par l'habitude. Maman, tu es confuse, rentrons à la maison. Je m'occupe de tout. Hank s'avança. Ce n'est pas à toi de décider, dit-il. C'est à eux de décider. Kevin se retourna brusquement. Pour qui te prends-tu? Hank soutint son regard. Je suis celui qui ne les a pas laissés mourir de froid. Le silence s'installa dans la pièce. Harold prit d'une profonde inspiration. Nous restons ici par choix, dit-il, et nous allons parler aux autorités. Le visage de Kevin rougit. Vous ne comprenez pas ce que vous faites. Nous comprenons parfaitement, répondit Harold, et nous en avons assez de nous taire. Hank le sentit alors. La ligne avait été franchie. Ce n'était plus une dispute familiale. C'était un règlement de compte, et il ne faisait que commencer. Le silence qui suivit les paroles d'Harold semblait plus lourd que l'air hivernal à l'extérieur. Kevin se tenait figé au milieu du salon, la mâchoire serrée, sa confiance visiblement ébranlée. Pour la première fois depuis son arrivée, il semblait ne pas savoir quelle décision prendre. Dorothy serra sa couverture contre ses épaules. Son regard passait de son fils à son mari, la confusion se mêlant à une fragile lucidité qui ne faisait surface qu'à de rares moments. « Tu nous as quittés, » dit-elle doucement à la gare routière. « Je me souviens du froid. » Kevin se tourna rapidement vers elle. « Maman, s'il te plaît, tu ne te souviens pas bien. Tu étais fatiguée, bouleversée. »« Non, » dit-elle d'une voix tremblante mais ferme. « Tu as dit que nous étions trop lourds. Tu as dit que nous devions nous débrouiller seuls. » Harold s'approcha d'elle et posa une main rassurante sur son dos. Hank observait en silence, se tenant à distance pour laisser la famille affronter ce qu'elle avait évité pendant des années. Kevin passa une main dans ses cheveux, la frustration s'insinuant dans sa voix. « Tu ne comprends pas la pression que je subis. La maison, les factures, les responsabilités. » « La maison que tu as vendue, » l'interrompit Harold. « La maison que j'ai construite de mes propres mains. La maison qui, selon toi, allait subvenir à nos besoins. » Kevin jeta un coup d'œil à Hank, puis revint vers son père. « Je m'occupais de tout pour toi. »« Tu t'occupais, » répéta Harold avec amertume. « Tu as tout pris et tu nous as laissés sans rien. » Le visage de Kevin se durcit. « Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. » Hank prit enfin la parole. Sa voix n'était pas forte, mais elle avait du poids. « Je les ai vus sur ce banc, » dit-il. 6 heures dans le froid, sans nourriture, sans chauffage, sans moyen de transport. Kevin se retourna brusquement. « Cela ne te regarde pas. »« Maintenant, oui, » répondit Hank, « parce que quand quelqu'un abandonne ses parents, cela cesse d'être une affaire privée. » Kevin ricana. « Vous les motards, vous vous prenez pour des héros maintenant? » Hank ne broncha pas. « Non, mais je sais à quoi ressemble la négligence. » Dorothy vacilla légèrement. Harold la rattrapa juste à temps et la fit s'asseoir sur le canapé. Ce petit moment changea tout. Kevin observa la scène. Sa mère était affaiblie, son père épuisé, et quelque chose de désagréable traversa son visage. « Vous auriez dû m'appeler, » marmonna Kevin. « Nous l'avons fait, » répondit Harold calmement. « Tu as raccroché. » Ces mots firent l'effet d'une bombe. Kevin ouvrit la bouche puis la referma. Il regarda vers la porte, réfléchit, puis regarda à nouveau ses parents. « Très bien, » dit-il d'un ton sec. « Si vous ne venez pas de votre plein gré, nous laisserons les autorités décider. » Harold se redressa. « J'ai déjà pris ma décision. » Hank s'approcha, sans menace, juste pour être présent. « Vous pouvez appeler qui vous voulez, » dit-il, « mais cela ne changera rien à la vérité. » Kevin le fixa du regard, puis regarda ses parents. Pour la première fois, il semblait réaliser qu'il n'avait plus le contrôle. Sa voix baissa d'un ton. « Vous le préférez à votre propre fils? » Harold répondit sans hésiter. « Je préfère la dignité. » Dorothy leva les yeux vers Kevin, les larmes aux yeux. « Je t'ai attendu, » murmura-t-elle. J'ai continué à croire. L'expression de Kevin vacilla, mais seulement brièvement.
La fierté prit le dessus sur le regret. Je ne peux pas régler ça maintenant, dit-il, mais ne comptez pas sur moi pour réparer les dégâts que vous avez causés. Il se tourna vers la porte. Avant qu'il ne puisse partir, Harold reprit la parole. Encore une chose, dit-il. Ah, Kevin s'arrêta. Si jamais tu reviens, dit Harold d'un ton calme, ce ne sera pas pour nous contrôler. Ce sera pour t'excuser. Kevin ne répondit pas. Il ouvrit la porte et sortit dans la neige qui tombait, la claquant derrière lui. La maison sembla plus chaude après son départ. Dorothy poussa un soupir tremblant et s'appuya contre Harold. Avons-nous fait le bon choix? Harold embrassa son front. Oui, même si ça fait mal. Hank les regardait, quelque chose bougeant au plus profond de lui. Il était intervenu pour aider pendant une nuit. Mais maintenant, il comprenait que c'était plus important que cela. Je vais passer quelques coups de fil aujourd'hui, dit Hank. Les services sociaux, l'aide juridique. Il y a des solutions. Harold acquiesça lentement. Nous n'avons jamais demandé d'aide auparavant. Il y a une première fois à tout, répondit Hank. Dorothy tendit la main et serra celle de Hank. Vous ne nous avez pas seulement sauvés du froid, dit-elle. Vous nous avez rappelé que nous comptons encore. Hank déglutit, la gorge serrée par l'émotion. Vous l'avez toujours fait. Dehors, la neige continuait de tomber, mais à l'intérieur de la petite maison, quelque chose de fragile et de puissant avait pris racine. La vérité. Et une fois exprimée, elle ne pouvait plus être enfouie. La maison resta silencieuse pendant longtemps après le départ de Kevin. La neige tombait doucement et régulièrement derrière les fenêtres, comme si rien d'important ne s'était passé. Mais à l'intérieur, tout avait changé. Harold était assis à côté de Dorothy, son bras protecteur autour de ses épaules. Elle s'appuya contre lui, épuisée, sa force initiale cédant sous le poids de ce qui venait de se passer. Hank se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, observant la rue. Il se méfiait des départs soudains. Les hommes comme Kevin acceptaient rarement la défaite sans essayer de reprendre le contrôle d'une autre manière. « Ça va? » demanda finalement Hank en se retournant vers eux. Dorothy acquiesça lentement. « Je crois. Je ne savais pas que dire la vérité ferait autant mal. » Harold soupira. « Ça fait mal parce que nous l'avons évité pendant des années. » Hank ne l'interrompit pas. C'était leur moment. Il se dirigea plutôt vers la cuisine et commença à préparer le petit déjeuner. Des œufs, des toasts et du café, tout simplement. Des bruits normaux remplissaient la maison. Un petit geste, mais qui les ancrait dans la réalité. Pendant qu'ils mangeaient, Harold reprit la parole. « Kevin ne s'arrêtera pas. Pas après ça. » Hank acquiesça. « Je sais. »« Que va-t-il faire? » demanda Dorothy. « Il va essayer de changer l'histoire, » répondit Hank. « Les gens comme lui font toujours ça. » Il avait raison. Moins de 2 heures plus tard, le téléphone de Hank vibra. Puis vibra encore et encore. Il baissa les yeux vers l'écran et fronça les sourcils. « Qu'est-ce qu'il y a? » demanda Harold. Hank tourna le téléphone pour qu'il puisse le voir. Une publication sur les réseaux sociaux déjà partagée des dizaines de fois remplissait l'écran. Quelqu'un avait publié une photo du couple de personnes âgées à l'arrêt de bus. La légende disait « Ces pauvres personnes âgées ont été retrouvées abandonnées la veille de Noël. Selon leur fils, elles se sont égarées et ont été recueillies par un motard qui refuse de les rendre. » Dorothy eut le souffle coupé. « Elles se sont égarées? » Harold pâlit. « Il ment. » Hank fit défiler la page. Les commentaires affluaient à chaque seconde. « C'est un enlèvement. Appelez la police. Ces motards sont dangereux. Que quelqu'un sauve ces pauvres parents. » Kevin n'était pas resté silencieux. Il avait rendu l'affaire publique. « Il essaie de monter les gens contre toi, » dit Harold à Hank. « Contre nous? » Hank posa son téléphone. « Laisse-le parler. » Dorothy avait l'air effrayée. « Et si les gens le croient, alors nous dirons la vérité, » répondit Hank calmement. Plus fort. À midi, l'histoire s'était répandue au-delà d'un seul poste. Les pages locales l'avaient reprise. Un court extrait d'une caméra de sécurité de la gare routière avait fait surface, montrant Harold et Dorothy assis sur un banc pendant des heures, seuls, tremblants. Les commentaires avaient changé. Pourquoi leur fils n'était-il pas venu? Pourquoi étaient-ils restés là si longtemps? Ils n'avaient pas l'air désorientés. Ils avaient l'air abandonnés. Hank reçut un appel d'un numéro inconnu. « Ici les services de protection des adultes, » dit une femme. « Nous avons reçu plusieurs signalements. Nous devons parler à Myrna Whitmore. » Harold ferma les yeux et expira. « Ça commence. » La visite eut lieu cet après-midi-là. 2 assistantes sociales arrivèrent, professionnelles,
calme, observatrice. Elles parlèrent gentiment à Dorothy, lui posant des questions dans un langage simple. Elles demandèrent à Harold d'expliquer étape par étape ce qui s'était passé. Sans précipitation, sans pression, juste en écoutant. Hank resta à proximité, parlant peu. Lorsque les travailleurs sociaux sont partis, l'un d'eux s'est arrêté à la porte. « Vous avez bien fait de les faire entrer », a-t-elle dit doucement à Hank. La plupart des gens ne l'auraient pas fait. Cette nuit-là, la maison semblait à nouveau différente. Pas paisible, mais en alerte. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Les messages affluaient. Certains étaient haineux, d'autres encourageants, d'autres encore provenaient d'inconnus proposant leur aide. Dorothy a lu un message à haute voix, les mains tremblantes. Ils disent que les gens prient pour nous. Harold a esquissé un léger sourire. Imaginez un peu. Hank s'est affalé dans son fauteuil épuisé. Il n'avait pas demandé à attirer l'attention. Il ne voulait pas se battre, mais la vérité avait tendance à faire surface dès qu'elle était exposée à la lumière. Dehors, une voiture a ralenti près de la maison, puis a continué sa route. Hank l'a regardée jusqu'à ce qu'elle disparaisse. « C'est pas fini », a-t-il dit doucement. « Non », a acquiescé Harold, « mais pour la première fois, nous ne sommes pas seuls. » Et quelque part, au-delà de la neige qui tombait, une trahison familiale privée était devenue un jugement public. La tempête suivante n'était pas faite de glace. Elle était faite de vérité. Le lendemain matin, l'histoire avait pris une ampleur que personne n'aurait pu imaginer. Ce qui n'était au départ qu'un simple post s'était transformé en des dizaines d'articles, de vidéos partagées et de fils de commentaires animés. Les gens ne se contentaient plus de réagir. Ils enquêtaient. Quelqu'un avait consulté les archives publiques, quelqu'un d'autre avait publié des captures d'écran. Et peu à peu, un schéma que Kevin Whitmore ne pouvait plus contrôler a commencé à se dessiner. Hank était assis à la table de la cuisine, parcourant les mises à jour sur son téléphone. Il n'aimait pas les réseaux sociaux. Il ne les avait jamais aimés. Mais maintenant, ils étaient devenus une arme. Une arme que Kevin avait essayé d'utiliser et qui se retournait soudainement contre lui. « Harold », dit Hank en levant les yeux, « ils ont trouvé la vente de la maison. » Harold se figea. « Comment ça? Ils ont trouvé l'acte de vente, le transfert il y a 3 mois, vendu au nom de Kevin en tant que mandataire. » Dorothy était assise tranquillement à côté, tenant une tasse chaude entre ses 2 mains. Elle ne comprenait pas tout, mais elle en comprenait assez pour sentir le changement dans la pièce. « C'est grave ?» demanda-t-elle doucement. « Ce n'est pas seulement grave », répondit lentement Harold. « C'est une preuve. » Tout au long de la journée, des appels ont afflué. Des journalistes, des groupes de défense, même une église locale proposant un logement temporaire et une aide juridique. Hank refusa les interviews, mais accepta les coordonnées. Il ne s'agissait pas de célébrité. Il s'agissait de protection. Cet après-midi-là, les services de protection des adultes revinrent, cette fois avec un représentant légal. Ils s'entretinrent en privé avec Harold, lui expliquant ses droits. Ils lui expliquèrent les lois sur la tutelle, les statuts sur l'abus financier et les ordonnances de protection d'urgence. « Pour mémoire, dit doucement l'avocat, vous n'avez pas abandonné votre maison. On vous a pris votre maison. » Harold ferma les yeux, submergé par l'émotion. Pour la première fois depuis la gare routière, quelqu'un l'avait dit haut et fort, clairement et officiellement. Pendant ce temps, Kevin était en train de s'effondrer. Sa vidéo de réponse a été mise en ligne le soir même. Il se tenait debout dans un bureau propre, le visage calme, mais le regard troublé. « Mes parents sont vulnérables », a déclaré Kevin à la caméra. « Ils ont été manipulés par un étranger dangereux. J'essayais de les protéger. Les commentaires ont été brutaux. Alors pourquoi ne les as-tu pas récupérés? Pourquoi sont-ils restés 6 heures à la gare routière? Pourquoi avez-vous vendu leur maison? » Kevin a supprimé la vidéo en moins d'1 heure. Elle a été republiée partout. Hank l'a regardée une fois, puis a éteint son téléphone. « Il pense toujours que le contrôle le sauvera », a déclaré Hank doucement. Dorothy a levé les yeux vers Harold. « L'avons-nous mal élevé? » Harold lui a pris la main. « Nous l'avons élevé avec amour. Ce qu'il en a fait, c'était son choix. Cette nuit-là, on a frappé à la porte. Hank s'est raidi. Mais cette fois, ce n'était pas Kevin. C'était une femme d'une 40aine d'années, vêtue d'un manteau épais et tenant un dossier. « Je m'appelle Laura, dit-elle. Je travaille pour un groupe de défense des personnes âgées. Nous avons suivi votre affaire. »
Elle entra avec respect et calme et leur présenta les options qui s'offraient à eux. Logement d'urgence, représentation juridique, ordonnance de protection. Pour la première fois, l'avenir ne semblait plus être un mur blanc. Vous n'aurez pas à retourner avec lui, dit Laura avec fermeté, et vous n'aurez pas à affronter cela seul. Les yeux de Dorothy se remplirent de larmes. J'avais tellement peur que nous nous retrouvions à nouveau sur ce banc. Cela n'arrivera pas, dit Hank. C'est impossible. Tard dans la nuit, Hank sortit sur le porche. La neige avait cessé de tomber. Le ciel était clair et limpide. Les étoiles brillaient dans l'obscurité. Son téléphone vibra une dernière fois. Un SMS provenant d'un numéro inconnu. Tu crois avoir gagné? Tu n'as aucune idée de qui tu as en face de toi. Hank fixa le message pendant un long moment, puis le supprima. À l'intérieur de la maison, Harold et Dorothy dormaient paisiblement pour la première fois depuis des jours. Non pas parce que tout était résolu, mais parce que la vérité n'était plus enfouie. Kevin avait essayé de les enterrer discrètement. Au lieu de cela, il s'était enterré lui-même. Et demain, le jugement dernier commencerait. Les marches du palais de justice étaient glissantes à cause de la neige fondante lorsqu'ils arrivèrent. Hank se gara de l'autre côté de la rue et coupa le moteur. Pendant un moment, aucun d'entre eux ne bougea. Harold était assis sur le siège passager, les mains posées sur les genoux, fixant le bâtiment en pierre devant lui. Dorothy était assise à l'arrière, émitouflée dans son manteau, les yeux bougeant lentement comme si elle essayait de s'ancrer dans le présent. « C'est ici que ça devient réel », dit Harold doucement. Hank acquiesça. « C'est déjà réel. Cela ne fait que l'officialiser. » Ils entrèrent par les portes latérales, escortés par un assistant juridique du groupe de défense des personnes âgées. Le couloir sentait le vieux papier et le désinfectant. Les voix résonnaient doucement, et chaque pas semblait plus fort qu'il n'aurait dû l'être. Kevin était déjà là. Il se tenait près d'une rangée de bancs, vêtu d'un costume sur mesure, parlant avec urgence au téléphone. Lorsqu'il les vit, son expression changea. D'abord de la surprise, puis de l'irritation, puis quelque chose de plus froid. « Alors, vous vous êtes vraiment présenté, » dit-il en esquissant un sourire forcé. « J'espérais que vous reviendriez à la raison. » Dorothy se recroquevilla légèrement, mais Harold s'avança. « Nous sommes dans notre droit. » Le regard de Kevin se posa sur Hank. « Et vous êtes toujours impliqué? » Hank ne dit rien. Il n'avait pas besoin de parler. Dans la salle d'audience, l'atmosphère était tendue mais maîtrisée. Le juge écouta l'assistante sociale exposer le déroulement des événements. Les billets de bus, les heures passées à la gare, les températures glaciales, la vente de la maison, les fonds manquants. L'avocat de Kevin tenta de l'interrompre, mais le juge leva la main. Laissez-la terminer. Lorsque ce fut le tour de Kevin, il se leva avec assurance. Mes parents sont désorientés. Ma mère a des problèmes de mémoire. J'essayais de gérer une situation impossible. L'avocat d'Harold s'est levé. Laissez mon client parler. Le juge a acquiescé. Harold s'est levé lentement. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait. J'ai 83 ans. J'ai construit ma maison de mes propres mains. J'ai fait confiance à mon fils et lui ai confié tout ce que j'avais. Il a vendu ma maison. Il a gardé l'argent et il nous a laissés, ma femme et moi, à la gare routière la veille de Noël. Dorothy a levé les yeux. Son moment de lucidité était net et présent. « Je me souviens avoir attendu, » dit-elle doucement. « Je me souviens avoir eu froid. Je me souviens avoir pensé que mon fils viendrait. » Kevin se tortilla, mal à l'aise. Le juge se pencha en avant. « Monsieur Whitmore, niez-vous les avoir laissés à la gare? » Kevin hésita. « Juste assez longtemps. »« Non, dit-il finalement. Mais je n'ai jamais voulu dire que c'était suffisant, » l'interrompit le juge. Dans l'après-midi, la décision était claire. Une ordonnance de protection d'urgence fut émise. Kevin se vit interdire de contrôler les finances ou le logement de ses parents. La vente de la maison fut soumise à enquête. Les services de protection des adultes se virent accorder un droit de regard. Kevin sortit en trombe avant que les derniers mots ne soient prononcés. Dehors, les journalistes attendaient. Hank protégea Dorothy des flashs des appareils photo. « Un commentaire? » cria quelqu'un. Harold s'arrêta et se retourna. « Oui, dit-il calmement. Prenez soin de vos parents. Un jour, vous serez vieux, vous aussi. » Ce soir-là, de retour à la maison, la tension finit par se dissiper. Dorothy était assise sur le canapé, tenant une photo de son mariage que Hank avait trouvée dans l'une des valises. « Je pensais que nous étions invisibles, » murmura-t-elle. « Je pensais que personne ne s'en souciait. »
Hank secoua la tête. Vous n'avez jamais été invisible. Quelqu'un est simplement d'essayer de vous le faire croire. Harold regarda Hank, la voix étranglée. Tu te levais quand tout le monde passait devant toi. Hank haussa légèrement les épaules. Quelqu'un a fait la même chose pour moi, une fois. Le téléphone sonna une dernière fois cette nuit-là. C'était l'avocat. Les comptes de Kevin sont gelés. L'enquête va se poursuivre. Hank raccrocha et expira. Dehors, la neige recommençait à tomber. Douce, silencieuse, inoffensive désormais. Demain, il y aurait encore de la paperasse, de la thérapie, de la guérison. Mais ce soir-là, la justice avait parlé et le masque de Kevin avait enfin disparu. La maison semblait différente ce soir-là. Pas plus calme, mais plus chaleureuse. Harold était assis à la petite table à manger, pliant soigneusement les papiers que l'avocat avait laissés. Pour la première fois depuis des semaines, les documents ne semblaient plus être une menace. Ils semblaient être une protection. Dorothy était allongée sur le canapé à côté, fredonnant doucement, ses doigts traçant le contour d'une vieille photo. Elle et Harold le jour de leur mariage, jeunes et souriants avant que la vie ne devienne compliquée. Hank se tenait dans l'embrasure de la porte et les observait. « Tu n'es pas obligé de rester, » dit Harold doucement, en levant les yeux. « Tu as déjà fait plus que quiconque n'aurait dû faire. » Hank secoua la tête. « Je ne vais nulle part ce soir. » Dorothy sourit. « Tant mieux, dit-elle, parce que j'ai encore fait de la soupe et je ne pense pas pouvoir la manger toute seule. » Ils rirent doucement, prudemment. Mais c'était un rire sincère, un rire qui ne venait pas seulement du soulagement, mais aussi de la survie. Plus tard, alors que la nuit s'installait, la neige recommença à tomber derrière les fenêtres. Les lumières de Noël des maisons voisines se reflétaient doucement sur la vitre. Le monde avait tourné la page des gros titres et de l'indignation. Mais à l'intérieur de cette maison, quelque chose de bien plus important était en train de se produire. La guérison. Dorothy leva soudain les yeux, le regard clair, dans un de ces rares moments de parfaite lucidité. « Hank, dit-elle, tu étais censé passer ton chemin. » Il croisa son regard. « Je sais, mais tu ne l'as pas fait. »« Non, acquiesça-t-elle lentement. Cela a tout changé. » Harold posa les papiers et se leva. Il marcha péniblement vers Hank, puis s'arrêta, la gorge serrée par l'émotion. « Mon fils a peut-être oublié ce que signifie la famille, dit-il. Mais tu nous l'as rappelé. » Hank détourna le regard. Les louanges étaient plus difficiles à accepter que le danger. « Je ne vous ai pas sauvé, dit-il doucement. Vous vous êtes sauvé vous-même. Je me suis juste arrêté assez longtemps pour laisser cela se produire. » Dehors, les cloches de l'église sonnaient au loin. Minuit approchait. Noël était arrivé. Dorothy prit la main d'Harold. « Nous ne nous sommes pas retrouvés sur ce banc, » murmura-t-elle. « C'est ça, le miracle. » Le lendemain matin arriva lentement. Pas de précipitation, pas de peur, juste la lumière du soleil sur la neige et l'odeur du café dans l'air. Les dispositions étaient déjà prises. Logement temporaire par l'intermédiaire du groupe de défense, rétablissement financier, accompagnement psychologique, soins médicaux. La route était longue, mais elle avait désormais un sens. Avant que Hank ne parte, Harold lui glissa quelque chose dans la main. Une petite sculpture en bois, grossière, façonnée à la main. « Je l'ai faite il y a des années, » dit Harold. « Quand Kevin était petit, il n'en voulait pas. » Hank la regarda, sans voix. « Garde-la, » dit Dorothy doucement, « pour que tu te souviennes de nous. » Hank referma ses doigts dessus. « Je n'oublierai pas. » En sortant, le froid lui frappa le visage, mais il ne le trouvait plus cruel. Il le trouvait honnête, pur. Derrière lui, à travers la fenêtre, Harold et Dorothy se tenaient ensemble, toujours fragiles, toujours blessés, mais plus abandonnés. Hank enfourcha sa moto, le moteur vrombissant. Cette fois, lorsqu'il partit, il savait que quelque chose l'avait suivi. Pas la culpabilité, pas la colère, mais un but. Parce que parfois, la chose la plus puissante qu'une personne puisse faire n'est pas de tout réparer. C'est de s'arrêter quand tout le monde continue d'avancer. Et lors d'un réveillon de Noël glacial, ce choix a changé 3 vies pour toujours. Si vous voyez quelqu'un seul, en difficulté, abandonné, ne supposez pas que quelqu'un d'autre va l'aider. Parfois, c'est vous qui devez le faire. Si cette histoire vous a ému, partagez-la pour rappeler aux autres que la gentillesse compte toujours. Défendez les personnes âgées et vulnérables. Et n'oubliez pas qu'une seule décision peut changer une vie.
car la compassion reste la chose la plus puissante qui soit.